Quand l'Amérique s'embrase suite à la mort de George Floyd, un énième afro-américain tué par la police en vidéo, le slogan Black Lives Matter revient plus fort que jamais dans les manifestations, avec cette fois-ci des émeutes et un vent de révolte dans tout le pays, au point que la Maison-Blanche se barricade derrière des clôtures, comme un bunker. La vague médiatique est énorme, reprise par les marques et dépasse largement les frontières du pays, jusqu'à voir sur les fils d'actualité fleurir le carré noir ou le hashtag partout dans le monde. Dans cette vidéo, on va se pencher aux différentes réactions suite à cette situation, de la part des marques qui, bien plus qu'avant, ont embrassé le mouvement Black Lives Matter, et jusqu'en France même. Mais on va surtout voir la réaction du président du pays en question, Donald Trump. Les réactions de Trump d'un côté et des marques de l'autre vont nous apprendre énormément de choses essentielles sur les mécanismes marketing d'aujourd'hui. Alors voyons comment Donald Trump réagit suite à l'événement qui nous intéresse. Faire évacuer les manifestants autour à coups de gaz lacrymogène pour se rendre dans l'église des présidents quelque part de là et brandir une Bible et pour réaffirmer les valeurs culturelles de l'Amérique chrétienne qui fait référence aussi à la loi et à l'ordre. Donc on est plutôt dans un storytelling de la brutalité, de l'intransigeance et pas du tout dans celui de l'empathie et de l'apaisement. He said, quote, "You have to dominate. If you don't dominate, you're wasting your time. They're going to run over you. You're going to look like a bunch of jerks. You have to dominate." It follows another racially charged tweet from the president Friday. When the looting starts, the shooting starts. The phrase was originally coined in 1967 by a Miami police chief known for aggressive policing tactics in black communities. Visiblement, il souffle clairement sur les braises. Étonnant de la part d'un président élu démocratiquement, qui habituellement est donc supposé se présenter comme le représentant de tous ses concitoyens. Et dans un cas comme celui-ci, devrait plutôt jouer l'apaisement, quitte à faire un baratin politique classique du genre « on va ouvrir une enquête, ce sera une commission indépendante, blabla ». Et faire traîner en attendant le prochain sujet médiatique qui balayera tout ça. Ça marchouille plutôt bien depuis toujours, alors pourquoi pas faire ça justement? Oui, pourquoi? Si vous vous dites c'est parce qu'il est stupide ou raciste, ou si à l'opposé vous vous dites il a raison pour X ou Y raison, c'est que vous avez choisi un camp. Quasiment tout le monde aux États-Unis a choisi un camp sur le sujet. Et on le verra par la suite, abondamment les marques également. Et même en France, alors que c'est pas notre pays. Et objectivement, il nous manque certainement des codes pour comprendre pleinement la société américaine. Si vous êtes dans un camp, c'est que l'objectif est atteint. Quel objectif? L'objectif marketing politique de Donald Trump. Le clivage jusqu'à la guerre civile s'il faut. Alors bien sûr, je ne suis pas du tout un expert politique américaine, je ne suis pas américain, donc mon analyse est très certainement biaisé. Du coup, je vais m'attarder sur les éléments objectifs visibles et essayer de comprendre les ressorts de cette affaire. En ce qui concerne Trump, j'exclus l'argument de la stupidité. Je crois pas trop qu'on en arrive à cette position en étant complètement stupide. Mais si c'est le cas, il y a derrière une équipe de gens qui ont une stratégie, un agenda. Donc ça revient au même en fait. Trump n'est pas un politicien de formation, ça explique déjà pas mal de choses. Il tient son succès médiatique à cette façon clivante de s'exprimer. Il a compris rapidement l'attrait qu'il pouvait inspirer en affichant une confiance caricaturale. Le businessman winner qui assure dans toutes les situations. S'il y a un problème, je le règle. C'est son personnage qu'il s'est façonné, un personnage clivant et haut en couleur. On l'aimait très fort ou on le détestait très fort déjà avant même qu'il fasse de la politique. Pas pour les mêmes raisons évidemment à l'époque, mais le process est le même. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est donc comme ça que Trump se présente aux élections en 2016. Avec des déclarations négatives envers la communauté noire, You have no jobs. Le fameux mur qu'il promettait pour se protéger de l'invasion des Latinos. We're gonna build the wall. We have no choice. We have no choice. Et j'en passe. Des propos encore jamais entendus dans la bouche d'un candidat à l'élection présidentielle. Tout ça pour attirer une audience cible plutôt évidente, et certaines exceptions. Il vise en très très gros l'Amérique blanche plutôt rurale du centre des États-Unis, et désigne comme ennemi l'Amérique progressiste des villes des côtes. Une Amérique blanche qui ressent une peur d'être réduite à une minorité, de perdre en influence, et qui serait nostalgique d'une époque où elle dominait sans partage la société américaine. Si on appliquait des préceptes growth marketing à un homme politique comme Trump par exemple, ça donnerait quoi? Déjà, on voit une profonde compréhension de son audience cible.
Il comprend leurs angoisses, leurs besoins, ce qui les touche dans leur affect, leur opinion sur des sujets de société, etc. Je ne pense pas qu'en politique on va jusqu'à définir tous les buyer persona comme dans le marketing, mais ils ont clairement un éventail représentatif de ceux qu'ils veulent toucher, avec différents segments à contenter, pour qu'à la fin cela fasse plus de 50% des votants. Enfin presque. À partir de là, prenons le framework Growth Marketing ARE. J'ai fait une vidéo sur le sujet si vous voulez en savoir plus. Ce framework permet de modéliser la croissance d'une activité. Acquisition, activation, rétention, recommandation, revenus. En politique, bien sûr, on n'a pas de revenus comme dans une entreprise classique, mais le principe reste le même. Le pouvoir politique se monétisant de toute façon et pas qu'un peu. Alors que se passe-t-il pour Trump en termes d'acquisition électeur? Pour faire l'analogie avec l'acquisition client. Tout se passe par les médias, puis par les réseaux sociaux, puisque les médias diffusent dessus. D'abord pas mal avec la chaîne Fox News, la chaîne qui concentrait déjà son audience cible, et dont la direction était très proche de Donald Trump. Mais pas seulement, c'est sa personnalité clivante qui lui a assuré un relais médiatique dans tous les autres médias. Pourquoi? Parce que ça dépend directement du modèle économique des médias. Ça fait parler, ça énerve, ça enthousiasme, ça alimente le débat. En bref, ça fait vendre des journaux, ça fait cliquer. Ce sont donc les médias qui permettent d'ouvrir les canaux d'acquisition à Donald Trump. Par la suite, il n'a qu'à faire des déclarations choc pour être relayé. En termes d'activation, là c'est d'abord le fond du propos qui joue. Grâce à la parfaite compréhension de son audience cible, il sait quelle accroche mettre en avant. Quelle idée controversée va rentrer le plus en phase avec les aspirations profondes et les peurs profondes de son audience. Sans doute qu'une des mesures phares comme le mur avec le Mexique a résulté d'une étude pour savoir quels étaient les arguments les plus efficaces. Mais ce qu'il dit n'est jamais dans la mesure. Toujours extrême, toujours dans la surenchère. Ce qui lui assure de se différencier sur le marché de la politique, par la forme également. Ça donne un sentiment de fraîcheur. Lui, il ose dire des choses clairement. C'est pas comme les autres. Donc déjà, avec ce genre de promesses et de déclarations, comme le Make America Great Again, il touche l'affect des gens directement, ce qui crée une connexion émotionnelle. Ils sont donc activés. L'anonymat d'Internet aidant, l'audience peut passer à l'action et s'engager davantage. Un like, un commentaire et l'activation est complétée. En ce qui concerne la rétention, qui est l'élément le plus critique pour toute forme d'activité. La clé de la rétention en politique s'appuie sur un concept marketing simple de Seth Godin, le marketing de tribu, ou comment fédérer une communauté d'individus autour d'une cause commune. Cela vient déjà d'un besoin humain d'appartenir à un groupe social. Et bien sûr, depuis toujours, le groupe se définit finalement en opposition avec ceux qui ne sont pas dans le groupe. On peut répéter à longueur de journée des choses qui vont entrer en résonance avec son audience cible. La rétention n'est jamais aussi forte que quand on désigne un ennemi commun avec lequel se battre. Car d'un coup, cela donne une mission à la communauté et les engage d'autant plus. Sous un post Facebook, on peut aller se chamailler dans les commentaires, rentrer en conflit. Et une fois engagé émotionnellement, c'est très difficile de revenir en arrière. On appelle ça le biais cognitif de cohérence. Il s'agit là du schéma politique le plus vieux au monde, pratiqué par tous, le manichéisme outrancier. Un monde binaire avec les gentils contre les méchants. Mais l'essor actuel des réseaux sociaux renforce considérablement cette tendance. Chaque attaque envers Trump par la suite ne fait que renforcer ses soutiens, puisque c'est les méchants désignés qui attaquent. Un autre élément de rétention fort dans le marketing politique, et qui est très lié au marketing de tribu également, est un autre biais cognitif avec lequel il est très difficile de lutter. Le biais de confirmation. Peu importe les événements qui vont arriver, chacun y verra la confirmation de ses croyances préétablies. Donc si des événements extérieurs viennent mettre à mal les croyances de votre équipe, le réflexe naturel sera d'essayer de trouver des éléments confirmant ce que l'on croit déjà. Il n'est donc pas très compliqué d'apporter de l'eau au moulin de cette réflexion en donnant des éléments de réponse. Par exemple, ce n'est pas si grave que George Floyd soit mort parce qu'après tout, parce que c'est pas un perdreau de l'année. Il a déjà fait 5 ans de prison pour agression à main armée. Il a été déjà auparavant en prison pour consommation de cocaïne. Donc les manifestations, les émeutes, ça va bien quoi. On n'a qu'à envoyer l'armée. Enfin, pour l'étape recommandation du framework, vous vous doutez bien qu'avec un tel niveau d'engagement affectif, le bouche à oreille se fait naturellement. Et avec une puissance jamais vue. On essaie de convaincre les autres, notre entourage, nos collègues, les convertir à notre mission. Les nouvelles personnes en renforçant les rangs au niveau acquisition du framework. Le tout faisant une boucle de croissance. Tout ce schéma de marketing politique est bien sûr exactement le même pour tous les mouvements politiques. C'est juste que c'est beaucoup plus simple à expliquer avec Trump, parce qu'il est très caricatural.
Trump est donc président au moment où arrivent les événements qui nous intéressent. Il est d'ailleurs un peu affaibli par la crise du coronavirus, il n'a pas pu désigner d'ennemi intérieur et n'a rien trouvé de mieux que de renommer le Covid en virus chinois pour se dédouaner. Du coup, certaines personnes âgées lui reprochent sa gestion de la crise. Et ça tombe mal parce que c'est une année d'élection. La mort de George Floyd est finalement une opportunité politique de jouer à nouveau le clivage entre deux Amériques. Il faut polariser au max. Personne ne doit rester neutre. Tout le monde doit choisir un camp pour retoucher l'affect de sa base et provoquer l'autre camp afin d'alimenter le conflit et donc la rétention. Et c'est malheureusement le salut de sa stratégie marketing politique. Voilà pourquoi il souffle sur les braises. La situation qui dégénère a des chances de faire peur et donc de ramener à lui sa base électorale. De même que la situation qui dégénère pourrait être imputable à Trump et est donc malheureusement aussi une opportunité politique pour le camp démocrate qui peine à imposer le trop consensuel Joe Biden. On a donc une stratégie du clivage typique Trump, qui, à toute proportion gardée, me rappelle le marketing de la NBA dans les années 80, la ligue de basket américaine. La NBA a orchestré, a mis en scène une opposition entre deux personnages. D'un côté, Larry Bird, un redneck de l'Indiana plutôt taiseux, et de l'autre, Magic Johnson, un afro-américain plutôt exubérant, citadin. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'à la fin des années 70, le public blanc désertait les salles de basket. Beaucoup de blancs ne se sentaient pas assez représentés sur les terrains. Larry Bird devenant malgré lui le Great White Hope. Tiens, ça me rappelle quelque chose. La décennie entière a été placée sous le signe de la rivalité entre les deux stars, qui prenaient bien plus de place médiatique que les autres joueurs de la NBA. Résultat, à la fin des années 80, la NBA est devenue un des sports les plus populaires aux États-Unis et bientôt dans le monde. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous mets un lien en description. Donc, au vu de l'ampleur que prennent les événements actuels, il semble bien que la stratégie du clivage de Trump fonctionne plutôt bien, puisque même les marques prennent position. Mais qu'est-ce que les marques ont à voir là-dedans? On est tenté de se dire. Qu'une personne exprime son indignation à titre personnel, c'est une chose. Mais qu'autant de marques en face d'eux-mêmes, c'est quasiment du jamais vu. Surtout que jusqu'à présent, les consignes qui sont passées en interne, lorsqu'on élabore et on développe une stratégie de marque et de contenu, c'est plutôt de toujours éviter les sujets politiques et clivants. Aucune marque n'a jamais fait aucun spot de pub contre l'apartheid en Afrique du Sud. Alors qu'est-ce qui a changé? C'est une bonne question parce que c'est très représentatif du tournant que prend le marketing aujourd'hui. Dans les premiers à réagir à la mort de George Floyd, il y a Ben & Jerry's. Et quand on y regarde de plus près, ce n'est pas étonnant au vu de l'histoire de la marque et de son engagement pour cette cause depuis toujours. Pour Ben & Jerry's, c'est naturel d'intervenir parce que ça fait partie de leur branding, de leur identité, leur valeur de marque et donc de leur content pillars. C'est un pilier de contenu sur lequel ils se sont déjà exprimés. Pour en savoir plus sur les content pillars, j'ai fait une vidéo sur le sujet où je décrypte la stratégie de contenu sur les réseaux sociaux du slip français, le lien est en description. La question donc se pose pour toutes les autres marques qui se sont exprimées sur le sujet mais qui ne l'avaient jamais fait auparavant. Pourquoi maintenant? Eh bien, je vois plusieurs raisons et elles sont pas toutes humanistes. La première raison est plutôt simple, le CEO ou le décideur est indigné, il court-circuite la stratégie de contenu et impose un post sur les réseaux sociaux. Ok. Deuxième raison, les marques étant en permanence à la course à l'engagement, elles se décident à aborder des sujets clivants pour donner du corps à leur identité, à leur branding. Créer plus d'engagement à court terme pour une relation fortifiée avec leurs clients à long terme, quitte à perdre la portion de gens qui ne sont pas d'accord, mais plutôt minoritaire dans les jeunes générations, et en particulier sur les réseaux sociaux dans ce cas précis. Troisième raison, on voit qu'il y a un engouement sur un sujet, on veut souffler dans le sens du vent, et on fait du news hacking. Et pour ces marques-là, Black Lives Matter, c'est comme la fête des mères. Juste un truc à relayer pour avoir plus de likes que d'habitude. Le problème avec ces marques qui n'ont pas cet engagement dans leur content pillars, c'est qu'on aura toujours le doute d'une utilisation opportuniste de cet événement, même si c'est sincère. Et même pire, ça peut se retourner gravement contre eux. Exemple, Nike, ils montent au créneau pour Black Lives Matter. Ok. Eh bien, on leur rappelle que leur conseil d'administration est 100% blanc et qu'ils utilisent l'image d'athlètes noirs pour vendre leurs trucs. Si on la ramène sur un sujet, il vaut mieux que ses actions soient en cohérence avec son discours. Pour les autres marques françaises, c'est pareil, attention. Il n'y a pas d'indignation géographique à deux vitesses. Si une marque affiche Black Lives Matter pour George Floyd, pourquoi ils disent rien sur Adama Traoré dans ce cas? C'est à peu près le même cas. Et de toute façon, ils seront
sont attendus de pied ferme à la prochaine injustice du genre. Il y a un épisode du podcast Le Super Daily qui parle de tout ça, je vous mets le lien en description. Tout ça est donc très représentatif de la tendance marketing actuelle, la course à l'engagement par les marques. Et ça s'explique très bien. Cela vient d'abord du fait que l'engagement est la métrique phare sur les réseaux sociaux. Sans engagement, pas de visibilité sur les réseaux sociaux. Pas de visibilité, vous n'existez pas. Mais cela vient aussi du fait qu'aujourd'hui, les marques qui gagnent le plus de terrain, c'est les marques qui proposent un why, un pourquoi qui donne du sens. Comme l'explique le célèbre Simon Sinek avec sa théorie du Golden Circle, si vous vendez le why, le pourquoi, au lieu de vendre le quoi, c'est-à-dire le produit en lui-même, vous donnez un sens à l'achat, une mission avec laquelle les gens peuvent se fédérer. Mais ce why, ça s'improvise pas au fil des événements qui arrivent. Cela doit s'intégrer dans une stratégie de branding et de contenu. En cela, les nouvelles stratégies growth marketing avec un branding qui porte une mission, des valeurs claires, désigne des ennemis et avec des content pillars qui en découlent, se rapprochent de plus en plus d'une stratégie de marketing politique comme on l'a vu avec Trump. On est à fond dans le marketing de tribu. Et c'est le clivage qui est le moteur de la croissance organique. Tout est bon pour toucher l'affect. Quitte à créer des vrais conflits, à faire des choses très sales comme on l'a vu avec Trump, ou à moindre mesure avec des postes d'opportunité pas cohérents avec son branding. Mais le problème c'est l'éthique. En jouant la division à ce point, Trump va créer de graves séquelles dans la société américaine. Cela donc pose la question essentielle de la morale et du marketing. C'est un sujet qui me revient souvent à l'esprit quand je vois des pratiques qui dépassent mes limites éthiques personnelles. Est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que le ROI, une élection, justifie les moyens? Est-ce que les clics obtenus par un média justifient le conflit et la division qu'une publication engendre? Et surtout, où placer le curseur de l'éthique? C'est relatif, moi je sais pas. Le marketing n'est pas en lui-même le fautif. C'est juste un outil, avec des méthodes qui utilisent des biais cognitifs et qui s'appuient sur les inspirations ou les peurs profondes des gens. Reste l'éthique relative à la personne qui utilise cet outil. Faudrait-il faire une sorte de serment d'Hippocrate pour le marketing? Faudrait-il avoir des cours de biais cognitifs à l'école pour déceler les abus de ces techniques? Tellement de questions, je suis curieux d'avoir vos réponses.